Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour le 35e épisode de la série, sur le thème de la reconnaissance, du succès externe, de la patience, de la confiance, de la vision, de la résolution, de l'abondance, de l'audace et de la loi d'attraction. À la fin du dernier épisode, je vous disais qu'au fond, notre cerveau n'est pas si bête de se fier à ce qui produit des preuves mesurables, telles que les vues et les abonnés sur Internet. Globalement, ce biais de considérer que ce qui ne produit pas de preuves a moins de valeur que ce qui produit des preuves, c'est une très bonne approximation pour se repérer et ne pas perdre son temps sur des trucs inutiles. Notre cerveau serait bête de s'intéresser à fond à quelque chose qui n'a pas encore fait ses preuves. C'est pourquoi, globalement, on ne s'intéresse qu'aux personnes qui ont déjà réussi à atteindre de grands résultats, pas à celles qui vont réussir. On ne va pas étudier les méthodes d'une personne encore inconnue, alors qu'on peut utiliser les mêmes ressources pour étudier les méthodes d'une personne déjà connue, dont on sait qu'elle a réussi. Et donc, je vous disais à la fin du dernier épisode que j'ai eu des messages de gens qui ne croient pas ce que j'ai dit sur les bagarres que j'ai gagnées et le mindset qui va avec. Et au fond, je les comprends. Moi aussi, je me méfierais. Mais le truc, c'est que j'ai pas besoin qu'ils me croient. Parce que ce qui te permet de gagner des combats à répétition, c'est d'avoir une détermination mentale hors norme. Et cette détermination mentale hors norme, elle va se transférer et te permettre de gagner des combats plus abstraits. Si je suis aussi fort mentalement que je le prétends, et que je prétends que la force mentale a un gros impact, alors rien ne va m'arrêter. Je vais gagner tous les petits combats du quotidien. Je n'ai pas besoin que les gens me croient à l'avance. Qu'ils me croient ou non, ça ne changera rien. La réalité n'en a rien à faire. Elle ne va pas changer de fonctionnement. Vous savez, à la soutenance de ma thèse de doctorat en début d'année, il y a un des membres du jury qui m'a dit qu'il pensait que j'avais copié des idées et que ce n'étaient pas les miennes. Parce que pour lui, elles étaient trop élaborées et trop similaires à celles que d'autres auteurs ont développées. Je lui ai expliqué poliment que non, je n'ai rien copié du tout, c'est juste logique qu'en travaillant sur les mêmes sujets d'études, on puisse développer indépendamment des idées similaires. Le contraire serait étonnant. Et il ne m'a pas cru. Mais je n'ai pas cherché à me défendre davantage. Je n'en avais franchement rien à faire qu'il me croie ou pas. Je l'ai pas pris personnellement. Je l'ai pris en mode, ok, tant pis, si ça te plaît de croire ça. Parce que le truc, c'est que si j'ai réussi à développer de bonnes idées indépendamment, ça veut dire que je peux en développer d'autres. Chercher à me défendre serait pour moi me rabaisser. J'avais plus pitié pour lui qu'autre chose, de croire qu'il faut tricher pour développer plein d'idées intéressantes. Parce que moi, à sa place, j'en paye la bassesse de penser ça. Ça fait très longtemps que c'est devenu évident pour moi que quand on réfléchit profondément par soi-même, on peut développer des idées similaires à celles déjà développées par d'autres. Ce qui est pourquoi je trouve le concept de brevetage absurde. D'ailleurs, il y a presque 10 ans, j'avais déjà écrit un article à ce propos sur mon ancien blog. Parce qu'à partir de l'époque où je me suis mis à contempler et écrire sérieusement, c'était incroyable le nombre d'idées que j'ai développées dans mon coin et que j'ai ultérieurement retrouvées ailleurs sous un autre nom. Bref, mais bon, il y aura toujours des gens à avoir une attitude de loser et présumer que d'autres ont triché pour avoir ce qu'ils ont eu. Et franchement, que leur esprit pense à la triche, ça démontre plus les dispositions de leur esprit à eux que les dispositions de l'esprit de la personne qu'ils accusent. Ça m'a aussi fait repenser à un truc similaire que j'ai souvent eu dans ma vie. Vous savez, j'ai fait pas mal de boxe pied-point et j'ai une dynamique de combat assez peu orthodoxe et peu conventionnelle. J'utilise des angles d'attaque assez étranges, j'enchaîne des coups de manière assez imprévisible, j'ai des phases où je laisse beaucoup la pression s'installer sur moi, je fais des déplacements dangereux, etc. La plupart des entraîneurs que j'ai eus ont souvent essayé de me changer pour me rendre plus orthodoxe, en se disant que c'était des défauts à corriger et que j'allais être meilleur avec un style plus conventionnel. Et il y a du vrai, quand je me force à être conventionnel, il y a pas mal de trucs qui se passent beaucoup mieux. Mais la vérité c'est que je suis beaucoup moins à l'aise. Et ça élimine plein de trucs très efficaces que les entraîneurs n'arrivaient pas à bien comprendre. En fait, en m'observant, beaucoup d'entraîneurs que j'ai eus pensaient que j'étais mal à l'aise avec mon style, que je me gênais moi-même. Mais c'est parce que eux étaient mal à l'aise en s'imaginant à ma place. Parce que leur cerveau n'arrivait pas à s'y retrouver. Leur cerveau voulait s'y retrouver en appliquant l'ordre auquel ils sont habitués. Ils n'étaient pas du tout habitués à mon style, et donc c'était difficile et pénible à suivre pour eux. La difficulté à comprendre mon style entraînait un malaise en eux. Et ils inféraient que ce malaise, je le ressentais aussi. Alors que pas du tout, je suis super à l'aise avec mon style. Et d'ailleurs, c'est justement la difficulté
que le cerveau de mes adversaires ont à comprendre mon style qui le rend particulièrement efficace, parce qu'ils n'arrivent pas à me lire. Donc, si vous voulez, les critiques que j'avais, c'est un peu comme si un Français disait à un Anglais que sa langue est nulle et qu'il devrait apprendre le français tout simplement parce que lui comprend le français, mais pas l'anglais. C'est le biais de fluence. Tout ce qui est traité de manière fluente par notre cerveau est jugé de manière positive, et inversement. Bref, revenons-en à la détermination mentale hors norme. Ce n'est pas un hasard que je vous parle autant de mental et de détermination sur ma chaîne. Avoir un mental de champion, ça fait toute la différence sur la durée. Et pour la plupart d'entre vous, j'aurai encore besoin de le répéter encore et encore avant que ça ne rentre, avant que ça ne clique et que vous compreniez qu'au final, beaucoup de choses découlent de ça. Tous les types que j'ai rencontrés dans ma vie et qui étaient vraiment redoutables en combat, c'était loin d'être les meilleurs physiquement. Et leur technique n'était pas exceptionnelle. Mais leur détermination mentale était dans une autre ligue, et au final, compensait tous leurs défauts relatifs. Leur détermination mentale était à un niveau qui est hors de compréhension pour la plupart des gens. Même s'ils ne le montraient pas de manière évidente, c'étaient des sauvages qui ne reculaient devant rien. Quand ils s'engageaient dans quelque chose, ils partaient en guerre. Si les gens normaux pouvaient voir ce qui se passe dans leur tête, ils seraient effrayés et penseraient que c'est pas possible de penser comme ça, de vouloir autant, sans être complètement fou. Et quand tu comprends que les gens ne comprennent pas le niveau mental de ce genre d'individu, tu comprends qu'ils sont sceptiques vis-à-vis de leurs résultats. Mais, cela dit, la plupart des gens comprendraient qu'on puisse avoir de tels résultats s'ils comprenaient le mental qui va avec. Un mental qui ne lâche jamais l'affaire tant qu'il n'a pas trouvé une solution pour avoir ce qu'il veut, même si ça dure des années et des années. En fait, je pense que certains seraient même étonnés que le résultat ne soit pas meilleur avec un mental pareil. Ce qui, encore une fois, relève un manque de conscience du pouvoir de la patience. Les gens qui ont un mental de personne normale pensent que les gens qui ont un mental de champion sont des fous. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est réciproque. Pour une personne ultra déterminée, c'est bizarre toutes ces personnes qui ne veulent les choses qu'à moitié, qui se laissent aller et qui ne font que très peu d'efforts pour investir dans l'élévation de leur vie, comme si leur temps était illimité et qu'ils n'allaient jamais mourir. Franchement, le niveau d'investissement moyen dans n'importe quel domaine est beaucoup plus bas qu'on ne le pense. C'est très très rare de voir des individus qui essaient constamment de trouver des moyens d'apprendre, de devenir meilleurs, d'éliminer leurs défauts, de trouver de nouvelles solutions, etc. Le standard, c'est la complaisance. D'année en année, 95% des gens répètent ce qu'ils faisaient déjà avant. Il n'y a pratiquement rien de nouveau. Il y a très peu de chercheurs d'excellence qui prennent constamment l'initiative d'élever leur jeu. C'est vrai sur le court terme, mais ça l'est d'autant plus sur le long terme. Car certaines personnes le font pendant quelques temps, puis elles finissent par s'arrêter. Donc franchement, ne vous dites pas que c'est insurmontable de se démarquer dans un domaine sur le long terme. Sur la durée, c'est largement faisable. C'est juste une question de se dédier à l'initiative. Et si vous regardez mon contenu, vous êtes déjà bien parti. Parce que, non seulement les personnes qui ne sont pas dans cette recherche d'en savoir plus, elles regardent pas mes vidéos, mais en plus, le fait de m'écouter, ça va nourrir, cultiver et enflammer votre sens de l'initiative. Ça va déteindre sur vous. Il n'y a rien de hasardeux dans les personnes qui dominent les autres. C'est systématiquement celles qui cherchent à s'améliorer. Quand j'étais à l'université en sciences cognitives, les rares qui prenaient l'initiative de participer en cours et de rechercher des trucs de leur côté, en dehors de ce qu'on leur apprenait, c'est ceux qui plus tard ont le mieux réussi. Zéro hasard. Quand j'étais à fond dans l'informatique avant, c'était pareil. Je le voyais bien, il y avait très peu de personnes qui utilisaient les dernières technologies de l'époque. On était très peu à les connaître parce que ces technologies n'étaient pas apprises dans les formations d'école. La plupart des gens avaient un temps de retard. Au mieux, ils ne connaissaient que les technologies qui étaient devenues la norme, et au pire, celles qu'on leur avait appris au tout début de leur carrière. Pareil, je regarde des matchs de MMA de temps en temps, des matchs d'arts martiaux mixtes, et c'est assez flagrant. Même dans les mecs connus et qui passent à la télé, il y en a très peu qui font les efforts de travailler leurs défauts. Ils misent tout sur ce qu'ils savent déjà faire, et du coup, ils stagnent. Typiquement, il y en a beaucoup qui sont nuls au sol depuis des années, et tu vois que d'un match à l'autre, ils sont toujours nuls au sol. Il n'y a pas d'évolution. Leur plan de jeu, c'est de ne pas se faire mettre au sol. Une personne qui a vraiment la niaque et qui veut s'élever, elle ne laissera jamais passer ça. Quand elle se fera avoir, elle fera tout pour gommer ses défauts qui lui font barrière. Bref, c'est très facile pour moi de voir si quelqu'un n'a pas le mental pour réussir. Parce qu'il s'inquiète à ma place de mon succès. Alors que moi, je ne m'inquiète pas. Quand je lis les messages que certains m'envoient à propos de moi et de mon projet,
de ce qu'il faut que je fasse pour ne pas échouer et ne pas stagner, honnêtement, ça transpire la faiblesse mentale et l'insécurité. Alors même qu'eux n'ont pas l'impression d'avoir envoyé de la faiblesse. Depuis leur perspective, ils ont envoyé leurs messages et leurs doutes de manière réaliste et objective. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que quand tu es fort mentalement, tu ne penses pas comme ça. Même quand c'est à propos de quelqu'un d'autre. Comme je dis souvent, les pessimistes se croient souvent réalistes. Ce sont les pessimistes qui s'ignorent. Et je ne dis pas ça de manière dégradante pour stigmatiser les personnes concernées. Oh, regardez, ils sont pessimistes. Oh, les losers, pas bien. Non, justement. Ce que je dis est à prendre dans une perspective impersonnelle. Pour ne pas que ça vous affecte inutilement vous, et que vous gardiez l'état d'esprit d'abondance. Il faut voir ça comme l'état des choses, et intégrer cet état des choses dans vos prédictions. Quand le ciel vous pleut dessus, ne prenez pas ça personnellement. Ne vous dites pas que vous êtes forcément responsable de cette météo, et qu'elle est fondamentalement corrélée avec votre trajectoire, et donc que c'est un mauvais signe. Non, il est probable que ça soit juste la météo qui est comme ça, de manière purement impersonnelle. Donc, encore une fois, si vous vous lancez dans certains projets, il faut s'y attendre et apprendre à faire avec. Et pour en savoir plus à ce niveau, je vous conseille l'épisode 190, qui correspond au 19e épisode de cette série. Pour conclure cet épisode, je dirais que ce sont les gens qui font réussir les projets, et non les projets qui font réussir les gens. Avoir le bon projet n'est pas suffisant. Les projets ne marchent pas tout seuls. Ou comme je vous le disais dans l'épisode 100, les idées et les visions ne se battent pas toutes seules. Vous savez, il y a pas mal d'entreprises et d'organisations qui marchent bien. Mais quand la tête pensante quitte le navire, tout s'écroule. Parce que c'est cette personne-là qui a tout monté et qui tirait l'organisation malgré les circonstances et les obstacles. C'est cette personne-là qui mettait tout en mouvement. Et à moins de faire des projets pas du tout originaux, qui sont designés pour coller à une forte demande, eh bien, ça sera probablement le cas de vos projets aussi. Il faudra les porter. Il faudra ne pas accepter facilement de baisser les bras. Il faudra se battre pour leur réussite. Il faudra faire comprendre leurs valeurs, parce que leur valeur ne se révélera pas de manière évidente aux gens. Il faudra convaincre malgré la résistance. Et donc, la mentalité de vouloir une assurance externe pour se battre, ce n'est vraiment pas la marque des grands projets originaux et novateurs. C'est l'inverse. Et sur ce, on continue de parler de tout ça dans le prochain épisode. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié, ça m'aide pour la visibilité, et je vous invite également à rejoindre le Discord de la Fondation Magister pour prendre part à des discussions sur les différents aspects du développement. Le lien est dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.